La mode, sa passion. Léona est née avec ce don de la création. Au plus profond d'elle, elle souhaite en faire son métier. Mais elle manque de confiance en elle et emprunte une voie différente, complètement à l'opposé de son désir. Elle s'essaie donc à la médecine vétérinaire. Mais très vite, elle finit par se lasser et décide donc de vivre son rêve, celui de devenir créatrice de mode. Loin de s'y attendre, elle va connaître des débuts difficiles dans ce nouveau domaine. La technique qu'elle utilise, le tressage, ne fait pas l'unanimité dans le milieu. Ses propositions sont rejetées. Mais la jeune femme persiste et fait de cette technique ancestrale sa signature. Aujourd'hui, elle est à la tête de Léona Blum, une marque de luxe qui mêle à la fois audace, élégance et profondeur culturelle. Bonjour Léona. Hello ma vie. Alors vous êtes la créatrice de la marque Léona Blum. Est-ce que la mode a toujours fait partie de votre vie? Pas toujours non, mais d'une certaine façon quand même. Oui. Alors est-ce que plus jeune, vous envisagez de devenir créatrice? Non, j'envisageais pas, mais je rêvais un petit peu de loin quand même. Tu sais, à l'époque, il y avait ces petits carnets qu'on donnait en cours de récré, enfin, qui avaient, tu sais, des silhouettes prédéfinies, etc. Donc moi, j'ai bassiné ma mère pendant des mois et des mois en rentrant de l'école pour avoir ce carnet. J'ai fini par l'avoir. Donc j'ai créé ma première petite marque fictive, etc. Et parallèlement, quand j'étais enfant, tu sais, j'avais un doudou que ma mamie passait toutes mes vacances à recoudre. Jusqu'au jour où elle m'a dit, en fait, ton doudou, je veux plus le voir, quoi. Et entre-temps, moi, je l'ai quand même regardé beaucoup, tu sais, utiliser sa machine à coudre, rafistoler, créer des petits vêtements spéciaux pour mon doudou. Alors, j'étais fan. Mais au départ, vous ne comptiez absolument pas travailler dans la mode. Vous étiez même dans le domaine médical, c'est ça, pour animaux, ou Ouais. si je ne me trompe pas, c'était quoi? Alors, en fait, effectivement, au départ, je pense que c'est pas que je ne voulais pas, c'est que je n'osais pas. Je n'osais pas aller vers ce qui me faisait vibrer parce que je me suis dit, des gens doués, il y en a plein. Et comment moi je vais faire pour avoir ma place ici? Et donc j'ai fui, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, j'ai fui au départ. Et je me suis tournée vers une autre de mes passions puisque je suis cavalière à côté, j'adore les animaux, j'ai mon cheval. Et donc je me suis dit, ostéopathie animale, ça me correspond aussi. Donc on tente. Et donc, je suis partie faire 1 an et demi d'ostéopathie animale, donc absolument rien à voir avec la mode. Mais je ne regrette pas du tout, ça fait partie des plus belles expériences de ma vie. Donc vous manquez de confiance en vous, c'est ça? Ouais, au départ, ouais, carrément. Donc ce qui vous a empêché d'évoluer dès le début dans la mode. Et finalement, qu'est-ce qui, du coup, vous a fait changer d'avis? Je pense que quand quelque chose est fait pour nous, bah, on y retourne toujours. Donc, j'ai appelé mes parents un soir à mon appartement. Et je leur ai dit, je veux plus, je veux arrêter, je veux tenter la mode. Donc, bah, ils sont venus me chercher et puis ils m'ont dit, bon, bah, ok, si c'est ton truc et on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Mon papa était pas très, très serein. Il m'a dit vraiment, j'étais pas très chaud au départ pour l'ostéopathie, mais là, je suis déçue que tu arrêtes un petit peu. Alors, est-ce que tu es sûre vraiment? J'ai dit, ouais, papa, je suis sûre, je veux y aller. Donc, je tente en 6 mois, donc pendant 5 mois, je travaille chez McDo. Donc, je fais mes petites premières expériences, on va dire, professionnelles. Et en même temps, je trouve mon école et c'est là que je me dis, OK, c'est vraiment ça. Dans un premier temps, je découvre plusieurs formes de design, donc le produit, le graphisme, l'archi et la mode. Et en fait, c'est la mode, quoi. Alors vous vous formez donc au métier de la mode. Comment se passe cette formation? Houleuse. Houleuse, Ouais. c'est-à-dire? Il se trouve que j'ai du mal à trouver ma place là-bas aussi, en fait, finalement. Ouais. Au départ, j'ai la sensation que ça va être hyper fluide. Ouais. Puisque bon, donc, mon entretien se passe bien, tout se passe bien, je suis prise du premier coup, je me dis, chouette, là, je vais avoir ma place, quoi. Et en fait, je me rends compte que non. Il faut encore se battre pour l'avoir, pour la prendre et pour exister au milieu des autres aussi. Et en fait, j'ai des propositions qui sont très, très en marge de ce que les autres font, de par, je pense, mon métissage culturel aussi. Et donc, ça me complique la tâche, vraiment. Alors, donc, à l'école, votre univers n'est pas compris, hein. Qu'est-ce que vous proposiez exactement à l'école, à l'époque?
Eh ben, une expérience qui m'a marquée, c'est, avec ce qui aujourd'hui est l'ADN fort de ma marque, mon tressage. Oui. C'est-à-dire que, donc moi, on me demande de faire, une expérimentation textile. Je regarde ma prof, je dis: «Bon, qu'est-ce que vous attendez de cet exercice, quoi?» parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Elle me dit, «Bah, des motifs ou des textures, différenciantes. Proposez-moi quelque chose et puis on verra». Je me dis: «OK, super». Donc je vois les camarades qui font du tricot, qui font du crochet. Moi, je sais faire ni l'un ni l'autre. Je me dis: «Très bien, je sais tresser, on va tresser». Mhm. Donc je prends mes premiers fils de coton que je commence à tresser, un peu maladroitement au départ. Je commence à peaufiner, affiner ma technique et ça plaît à cette prof. Et au moment où je me dis: «OK, super, si ça plaît en expérimentation, je vais le tester sur vêtements». Et là, mon second professeur me dit: «Perte de temps, pas utile, en plus, ça risque d'être cher, quoi, donc bon, on arrête, quoi. C'est pas pertinent». Et moi, je me dis, en fait, là, pour moi, ça va au-delà d'une simple expérimentation textile, c'est-à-dire que c'est viscéral. Ça fait écho à mon héritage, à ce que ma mère m'a transmis, à ce que moi, je veux dire aussi. Donc, en fait, moi, je ne veux pas arrêter à ce moment-là. Mais je comprends que si je persiste, je risque d'avoir des embûches. Mais vous persistez quand même sur cette voie, hein. Donc le trissage, c'est un savoir-faire qui est profondément ancré en vous. Vous le disiez tout à l'heure, peut-être, hein, c'est une histoire de famille. Vous avez un lien avec cette technique. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce lien que vous avez avec le tressage, d'où ça vous est venu? Alors, pour la petite histoire, je suis jumelle. Et quand, ma maman nous a mis au monde avec mon frère, elle est tombée malade. Et donc, à la suite de ça, elle m'a dit: «Écoute, ma fille, je ne sais pas combien de temps je pourrais te coiffer, donc je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre à prendre soin de tes cheveux et tu vas savoir tresser». Mm. Et donc j'ai commencé à apprendre le tressage, à tresser au départ sa tête, à elle. Et c'est comme ça que j'ai transposé ma technique du coup à mon art, à la période école, Mhm. jusqu'à en faire ce que c'est aujourd'hui, une technique différenciante et reconnaissable. Mhm. Alors qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le tressage? Je dirais le travail de la main, le travail de la matière, le travail de forme et de sculpture, puisqu'en fait c'est un petit peu ça, hein. Vraiment, je trouve que c'est l'une des façons les plus artistiques que j'ai eu l'occasion de travailler pour élaborer des pièces. Mhm. Alors comment vous définirez le tressage dans l'univers de la mode aujourd'hui? Je pense que c'est une technique qui a toute sa place aujourd'hui. J'ai, comme je disais, il y a des gens qui font du tricot, du crochet. Il y a énormément de tissage aussi qu'on voit de plus en plus. Pourquoi pas le tressage? Alors, vous dites que le tressage a toute sa place dans la mode, mais malheureusement, on ne voit pas cette technique utilisée tant que ça. Elle n'est pas si répandue, hein, parce que, voilà, constat fait, quand on marche dans la rue, on ne voit pas beaucoup de personnes porter des pièces tressées. Euh, Surtout en France, d'ailleurs. À votre avis, pourquoi? Euh, Peut-être parce que ça se fait pas, peut-être que ça se fait pas de cette manière, mais en tout cas maintenant vous savez où trouver. Ah oui, vous êtes là en tout cas. C'est ça. Vous valorisez justement cette technique. Le tressage s'oppose donc au process industriel. Léona, est-ce que vous pensez que cette technique est appelée à s'installer durablement dans la mode, le tressage? En tout cas chez moi oui, c'est certain, puisqu'elle fait partie de mon ADN. Euh, Moi j'aime parler d'héritage, de partage et de transmission. Mhm, Et il est aussi finalement question de ce qu'on laisse après nous. Et mhm, donc pour moi, il est évident que, en tout cas dans le cadre de ma marque, c'est une technique qui perdurera. Voilà. En ce qui concerne la mode, tout un chacun est libre d'expérimenter ce qu'il souhaite. mhm. Donc on peut dire quand même que voilà, le développement industriel menace le savoir-faire traditionnel. On peut dire ça? Oui, on peut le dire. Après, pour moi, c'est une question de choix. De choix, autant en termes de stratégie qu'en termes de cohérence. Moi, je suis plutôt axée artisanat couture. J'aime le travail fait main, j'aime euh, savoir que dans ce que je crée,
la personne qui va acquérir la pièce après Mhm. euh, voit ça plus comme un investissement personnel. Parce Mhm. que ça lui aura rappelé un moment, parce que ça aura fait écho à une émotion, à une sensation. Ouais. Cette histoire de tressage, elle est présente pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule femme, et probablement pas même le seul humain, à qui ça parle. Mhm. Alors, on disait tout à l'heure que voilà, le tressage a du mal à se répandre, à être vulgarisé aujourd'hui dans la mode. Est-ce que vous pensez que les enjeux écologiques actuels pourraient accélérer justement le développement de cette technique, le tressage? C'est une possibilité. Après, on parle de technique et pas de matière. Donc, est-ce que le tressage va avoir, enfin, est-ce que l'écologie va avoir un impact sur l'évolution du tressage? Mhm. Je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, oui, ça peut inspirer à ralentir. D'accord. Alors, Léona, vous travaillez sur des matières plutôt nobles, comme le velours, Ouais. le lin, quoi d'autre? La soie? Ouais, velours de coton, Ouais. soie, lin. Je travaille aussi quelquefois des matières techniques, comme Oui. le soft shell, puisque bon, je suis quand même issue d'un milieu sportif au départ. Mhm. Et j'aime bien mélanger tous mes univers, donc voilà. Mhm. Je travaille également avec donc des fils de coton pour mes tressages Ouais. et également des pierres semi-précieuses comme de la cornaline, des améthystes, etc. Mhm. Alors, vous avez justement une pièce tressée par vous-même. Ouais, Qu'est-ce tout à que c'est? fait. C'est une cravate. C'est une cravate en coton recyclé, comme je vous le disais, Mhm. tressée entièrement à la main avec donc deux tressages distincts, Mhm. voilà, et entièrement montés à la main. Entièrement monté à la main. Donc, c'est vraiment un travail artisanal, C'est ça. Artisanal, minutieux, minutieux, soigné. ouais, soigné. Ça prend du temps Ouais. et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Pas nécessairement. Comme je vous l'ai dit, en fait, finalement, il est plus question d'investissement. Mhm. Il est question de... vous pouvez parfaitement vous dire, je préfère en avoir 5 à peu, ou alors j'en veux un qui fait écho avec qui je suis et ce que je veux être. Mais économiquement parlant, ça coûte quand même beaucoup plus cher de produire une pièce tressée qu'une pièce de façon industrielle. Oui, Je pense, forcément. ouais. Oui. Et du coup, est-ce que vous pensez que les consommateurs sont prêts à mettre davantage d'argent sur des produits tressés? Pour moi, il est question d'éducation, en Mm. fait. On n'éduque pas les gens aujourd'hui à la, la pérennité de ce qui se trouve dans leur vestiaire. On leur fait croire qu'en achetant plus à peu, Mhm. eh ben, ils pourront bénéficier d'une armoire bien remplie. Et c'est vrai, hein, sur le papier, hein, l'armoire est bien remplie, sauf qu'ils rachètent tous les 4 matins. En fait, mettez le prix dans une belle pièce où vous vous sentez bien. Ça vaut 20 fois le coup que d'investir 50 fois dans quelque chose que vous rachèterez et auquel vous n'avez aucun attachement finalement. Ouais, donc en fin de compte, ça revient moins cher d'acheter une pièce tressée et c'est beaucoup plus durable aussi, voilà, que. C'est beaucoup plus durable, il y a une vraie intention derrière. Généralement, moi, ce que je dis, c'est que ça vient chercher quelque chose en vous, ça vient chercher une espèce de fibre, finalement. Euh, et c'est ça qui fait qu'en fait, plus qu'un achat, c'est un investissement. Ça fait ressortir qui vous voulez être, ça fait ressortir des traits de votre personnalité, que ce soit dans les couleurs, dans les textures. En fait, quand on dit que la mode est un langage, c'est pas un euphémisme, c'est réel, c'est un langage et il faut savoir s'en servir, c'est important. Mhm. Alors c'est un langage. Qu'est-ce que vous souhaitez justement transmettre comme idée à travers votre art? Assumez qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être différent. Parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui, comme on est extrêmement exposé aux réseaux sociaux, à regarder la vie des autres, on a tendance à penser que ressembler à tout le monde et se noyer dans la masse est un avantage. C'est pas le cas. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes en fait. Il n'y a personne qui pourra être qui vous êtes mieux que vous, tout simplement. Et chacune de vos pièces raconte une histoire? Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de... C'est c'est une petite particularité à laquelle je tiens. Quelle est cette histoire? Dites-nous-en juste un petit bout. Eh bien, par exemple, pour une veste que j'ai travaillée... Non, attendez, je change parce qu'en fait, il y en a une qui me parle encore plus. Il y a une robe que j'ai travaillée en fourrure.
D'ailleurs, c'est celle que Rebecca porte sur l'affiche de mon événement. Peut-être qu'on aura Rebecca l'occasion d'en Ayoko, parler tout à l'heure. la Ouais, voilà, marraine, Rebecca on en Ayoko, qui est parlera la tout marraine à de l'heure. l'événement. Mhm. Qui est donc un kaba fourrure. Le kaba, à l'origine, c'est une pièce qui a une longue histoire. Je suis désolée, je suis un peu émue parce qu'en fait, c'est une pièce que j'ai travaillée au cours de mon parcours scolaire, Oui. au départ. Et en fait, il avait pour but d'honorer en fait toutes les femmes Sawa, qui est le peuple de l'eau dont je suis originaire, au bord du Cameroun. Mhm. Et en fait, j'ai souhaité revisiter cette pièce traditionnelle et lui donner une seconde vie, un second souffle, une manière de transporter nos traditions avec nous. Tu vois, c'est ça en fait, hein. Ouais. Héritage, partage et transmission. Il est toujours question de ce qu'on laisse à nos enfants, de ce qu'on laisse après nous. Et c'est vraiment, tu vois, ton émission s'appelle Résilience. C'est vraiment ça le kaba. C'est le symbole de résilience de la femme Sawa. Initialement, ça a été un vêtement, entre guillemets, qui a été imposé à la femme pour cacher, couvrir son corps. D'accord. Et les femmes Sawa en ont fait un symbole de résistance et de résilience. Elles l'ont transformé aujourd'hui. C'est l'une des pièces iconiques de tous les dressings. Aucune femme Sawa n'a pas de kaba dans son dressing. C'est impossible. Ça en est carrément devenu le vêtement traditionnel d'une fête très connue qui s'appelle le Ngondo. Tu vois. Et c'était vraiment ça. C'était faire honneur à ces femmes et souligner ce symbole de force et de résilience qui est impressionnant. D'accord. Donc voilà un autre point à souligner en ce qui vous concerne, Léona, c'est que vous souhaitez mettre en avant la femme africaine à travers votre art. Vous l'avez dit, hein, avec la femme Sawa, c'est ça, la femme Sawa du Cameroun. Est-ce que vous trouvez que les Noirs ne sont toujours pas assez représentés dans la mode aujourd'hui? Dans la mode et dans tous les autres milieux, je trouve qu'il y a une sous-représentation. C'est réel, c'est factuel. Moi, l'objectif que j'ai, c'est d'offrir une vitrine finalement à ces femmes. Ça n'exclut pas les autres femmes. Je tiens à le préciser puisque pour moi, je répète, hein, il est question d'héritage, de partage et de transmission. Pour partager et transmettre, personne n'est à exclure. Parce que ça permet justement de dire, ok, cette culture, elle nous appartient. Mais donc, si tu sais qu'elle nous appartient, tu peux la transmettre aussi de la bonne manière. C'est vraiment ça. Et donc, oui, effectivement, il y a une vraie tribune qui s'ouvre à la femme afrodescendante, africaine et afrodescendante. Mais elle n'a pas pour but d'exclure quelque femme que ce soit. Donc, vous parlez de partage, de transmission, d'héritage. Comment vous souhaitez compter, en tout cas, transmettre justement cette technique que vous avez de tressage aux générations à venir? Eh bien, par la formation. Simplement, oui, bien sûr. L'objectif à terme, c'est de pouvoir former des personnes à cette technique et aux motifs que moi je travaille, puisque du coup, comme vous avez pu le constater, ils sont identifiables et reconnaissables. Voués à évoluer, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'expansion sans évolution. Mais voilà. Alors tout à l'heure, on parlait de la femme noire et tout, qui n'était pas assez valorisée dans la mode, et vous disiez que vous étiez ouverte à toutes, et vous êtes également ouverte à toutes les morphologies, toutes les tailles dans votre art. Pourquoi c'est important pour vous, justement? Pour moi, c'est une question de représentation et de vérité. Et il faut dire que, en fait, la majorité des femmes, par exemple en France, font une taille 42. Pour qu'une femme puisse se projeter à travers ce que je propose, elle a besoin de pouvoir se reconnaître et de s'identifier. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle viendrait chez moi? Tout simplement. En fait, c'est plus l'idée de... Léona Blum, c'est plus un état d'esprit qu'une marque de vêtements à proprement parler. C'est vraiment ça. C'est un sentiment, je pense... pardon. C'est vraiment un sentiment d'appartenance. Alors, quels sont vos modèles dans la mode aujourd'hui? Alors, en termes de top modèle, oui, j'avoue que moi, j'ai des coups de cœur pour Anok Yai, Alec Wek, Adou Takesh et Winnie Harlow, que je trouve vraiment charismatique et phénoménal. Mhm. Voilà. Alors, il y en a une autre qui a brillé. Oui, bien voilà. sûr.
Oui, Rebecca Yoko, bien sûr. Rebecca Yoko. Oui, c'est vrai que... de Yves Saint Laurent, première mannequin noire. Tout à fait. Qui a ouvert la voie d'ailleurs, hein. Là je ne l'ai pas cité, puisque c'est vrai que je parlais des femmes qui sont plus de ma génération. Oui. Mais oui, bien sûr, c'est l'une des pionnières et je suis très honorée qu'elle soit la marraine de mon événement. C'était vraiment, pour la petite anecdote, je faisais mes dossiers d'école à l'époque sur elle, quoi. Donc bien sûr elle n'est pas des moindres, ça c'est important. Sinon elle ne serait pas avec moi aujourd'hui pour préparer ce que je prépare. Justement, Rebecca Yoko est la marraine de l'événement que vous organisez le 4 juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait, je fais mon premier défilé le 4 juillet 2026. Et en fait, plus qu'un défilé, c'est un événement qui est pensé en 4 temps forts. Moi, ce que j'aime, c'est penser mes projets dans leur globalité. Oui. Et donc, on a un cocktail de bienvenue pendant lequel on aura un saxophoniste de renommée internationale qui se produira, qui est avec le grand Manu Dibango. Il s'agit de Roger Combe. Ensuite, on va avoir le défilé de mode narratif, puisque comme donc, on l'a dit, on l'a évoqué plus tôt, mes défilés racontent des histoires. Et là, en l'occurrence, le défilé raconte l'histoire des reines des eaux sacrées, qui est le thème de ma collection. Pour clôturer cette partie avec moi de défilé qui sera donc scénarisé, chorégraphié en 3 tableaux avec l'intervention d'un conteur entre chaque étape. Il sera clôturé en musique avec Étienne, Swahili et Kumbapé, qui font résonner donc mon mantra, l'histoire d'une femme pour une femme par une autre au masculin. Et enfin, on aura un passage à table, un dîner et l'ouverture de bal par un groupe de danse avec une after-party et une boutique éphémère ouverte tout au long de la soirée. Alors, Reine des eaux sacrées, c'est le thème de cet événement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Reine des eaux sacrées? Il était plus pour moi question de mettre à l'honneur mon héritage et mon métissage culturel. Voilà. Moi, si tu veux, je fais le lien entre le Vouri et la Seine, les deux pays qui finalement ont fait naître la jeune femme que je suis, le Cameroun, le continent, et la France, qui sont vraiment chers à mon cœur et qui imprègnent en fait finalement toute ma création. Donc, vous nous avez donc préparé une expérience spéciale et unique, qui n'a rien à voir avec des défilés de mode classiques qu'on a l'habitude de voir. Alors, Léona, à quoi devons-nous attendre? Je pense que vous pourrez vous attendre à rien. Il faut être là, il faut être surpris en fait. Venez vous surprendre avec nous. On travaille dessus depuis des mois et franchement, je suis impatiente de vous montrer tout ça. Alors, c'est donc un événement qui reprend l'histoire et les valeurs de la marque Léona Blum que je résume. Donc, le partage, la transmission et l'héritage, c'est bien ça. Voilà, donc le rendez-vous est donc pris pour le 4 juillet. Ça sera à l'espace Les Pyramides, dans le 78 à Port-Marly. À Port-Marly. De 17h30 à 5h du matin. De 17h30 à 5h du matin. Quel beau programme. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Léona. Merci à toi de m'avoir reçue. Voilà, c'est la fin de Résilience. Donc, le rendez-vous est pris pour le 4 juillet 2026 à l'espace Les Pyramides, Port-Marly. La mode pour moi, ce n'est pas qu'un simple vêtement. C'est une manière de raconter d'où je viens, qui je suis et ce que je veux montrer au monde. Mes créations sont nées entre 2 cultures, entre la France et le Cameroun. J'aime travailler les matières, les formes, les couleurs pour créer des pièces pas seulement belles, mais qui racontent une histoire. Aujourd'hui, je m'apprête à faire mon plus grand défilé de mode le 4 juillet 2026. Je m'appelle Orlane Léona Elisabeth et je raconte des histoires avec mes trésors à porter. C'est la fin de cette émission. Un dernier mot, Léona? Oui, bien sûr. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous et au reste du monde. Souvent, on a tendance à appréhender le regard des autres. Soyez-vous. Soyez-vous. Voilà, c'est la fin. À bientôt.